présente Jean-Yves Chagnon, qui est psychologue clinicien, qui est président de Clinique des apprentissages, de l'association Clinique des apprentissages, qui est professeur de psychopathologie clinique à l'université, Paris 13, l'université de Paris, qui est membre du conseil scientifique, de la SFPEADA, la Société française de psychiatrie de l'enfant, et de l'adolescent, et qui donc va nous parler de la clinique et de la psychopathologie des troubles des apprentissages. Et je discuterai, cette présentation, pas très longtemps, et puis, pour laisser la place aux questions, du public. Voilà. Puis je me présenterai après, au moment de la discussion. Voilà. Bien, Jean-Yves, à toi. merci Catherine. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Donc, je suis ravi d'intervenir ce soir dans ce webinaire pour vous parler donc de l'approche clinique et psychopathologique des troubles des apprentissages. Bon, je ne différencie pas les deux, je le dirai tout à l'heure. Je ne différencie pas l'approche clinique de l'approche psychopathologique. La psychopathologie fait partie de la psychologie clinique en intersection avec la psychiatrie. Alors, c'est un thème, donc la question des troubles des apprentissages qui me tient à cœur depuis longtemps, depuis mes débuts comme psychologue en pédopsychiatrie, au début des années 80, où évidemment j'ai été confronté d'emblée à de nombreux enfants en difficultés scolaires, dont certains en rapport avec des troubles mentaux. À l'époque, on parlait de dysharmonie évolutive ou de prépsychose, par exemple. Et puis ensuite, donc, j'ai effectué une formation à psychopathologie, à psychanalyse d'enfants dans le 13e arrondissement dans les années 80-90. Et cette formation m'avait particulièrement sensibilisé à l'écoute de ces problématiques instrumentales et scolaires que ne rechignaient pas d'aborder donc des pédopsychiatres, psychanalystes illustres comme Serge Lebovici, René Diatkin ou Colette Chilan, à la différence d'autres pédopsychiatres ou psychologues et psychanalystes. Et puis, par la suite, en tant qu'universitaire, devenu enseignant-chercheur, j'ai eu l'occasion de tenter de formaliser avec certains des collègues de CLINAP, dont Catherine, les modalités d'examen psychologique des enfants présentant des troubles des apprentissages, des troubles instrumentaux et des troubles des apprentissages. Et puis actuellement, et comme le rappelait Catherine, donc je fais partie au sein de la SFPUADA, qui est la Société française de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent et des disciplines associées. Les disciplines associées, c'est les psychologues. Donc, je fais partie d'un groupe de travail dirigé par Mario Speranza et Nicole Kathleen qui tente de dessiner un canevas d'investigation qui fait droit, d'investigation clinique, qui fait droit à la psychopathologie, et ce pour les psychiatres et les neuropédiatres. Alors, les troubles instrumentaux et les troubles des apprentissages. Alors, est-ce que vous avez le PowerPoint? J'ai demandé donc à ce que, voilà, vous ne me verrez pas finalement ou peu, et donc Michael Chocron va peu à peu faire défiler donc un PowerPoint qui accompagnera ma conférence. Je ne sais pas si on m'entend. On t'entend parfaitement bien, Jacques. Voilà, on ne me voit plus du coup. Normalement, on te voit en petite vignette en haut à gauche. D'accord, entendu. Bon. Alors, les troubles instrumentaux et les troubles des apprentissages sont, depuis une vingtaine d'années, vous le savez, l'objet de nombreux et intenses débats dans le champ de la psychiatrie et de la psychologie de l'enfant et de l'adolescent. Or, ces débats qui impliquent des oppositions, des divergences, mais également des points de rencontre, des complémentarités, comportent des enjeux éthiques, scientifiques, épistémologiques et sociétaux importants. Ceux-ci portent sur les modes de compréhension, d'aide, de traitement, de soins psychiques ou de rééducation à apporter à un grand nombre d'enfants en souffrance psychique, mais également, ils portent ces débats sur les différences de conception de la psychologie et de la psychiatrie ou de la psychopathologie de l'enfant, et au-delà de l'humain dans notre société de ce début du XXIe siècle. Alors, le problème, tout le monde le sait, c'est que ces débats ont pris ces dernières années une tournure polémique, pour ne pas dire haineuse, qui repose sur des méconnaissances, des déformations, des disqualifications, un mépris de l'autre dont on se demande si on va s'en sortir un jour.
Alors, je pense évidemment aux polémiques. J'oppose la polémique à la controverse. La controverse, elle est nécessaire dans un débat scientifique où ça doit nécessairement voilà, se discuter, frotter un peu, mais c'est tout à fait différent de la polémique qui s'en prend aux personnes, voilà, et parfois durement. Donc, je pense aux polémiques sur l'autisme, sur le TADA, l'hyperactivité, et en ce qui concerne les troubles des apprentissages, au rapport de la Haute Autorité de santé sur le parcours de soins, et puis encore à l'arrêté de mars 2021, donc de cette année, sur le champ d'expertise des psychologues intervenant dans les plateformes de soins aux troubles neurodéveloppementaux. Ces textes viennent boucler une longue évolution vers le dessaisissement de la psychopathologie. On a assisté, en effet, à une prise en main de l'État et du public via certaines associations de parents pour dire la science, pour dire ce qui serait scientifique et ne le serait pas, pour renommer les difficultés, les troubles, désigner leur champ d'exercice et réduire le choix des prises en charge à quelques méthodes en vogue ou influentes. Mon propos sera donc nécessairement militant et depuis quelque temps, les choses bougent heureusement. Alors cette évolution, elle s'intrique avec l'évolution sociétale et les réactions du public, de plus en plus intolérants au monde interne et aux émotions qu'il génère. Je vous en donne d'emblée un exemple. J'ai reçu il y a un peu plus d'1 an en consultation, en cabinet libéral, un enfant de 9 ans avec ses parents, enfant qui était adressé par, d'une part, le CMPP local et également le centre ressources des troubles spécifiques des apprentissages, centre ressources régional, où il avait été examiné, plutôt bien d'ailleurs, et ce, en vue d'une psychothérapie. Le CMPP avait une trop longue liste d'attente et il me l'adressait. Et le père, coopératif au demeurant, m'explique d'emblée, appelons ce garçon Loïc, il est dyslexique, dysorthographique, mais en plus, on nous a dit qu'il avait des anxiétés, ça nous a achevés. Alors, la suite de l'entretien montrera que ce n'était pas une plaisanterie, que le diagnostic de comorbidité, donc de troubles anxieux, qui avait été délivré par le centre ressources, était beaucoup moins bien toléré et les avait effectivement achevés, enfin touchés. Et donc, ce diagnostic était bien moins supporté que celui de multidys. Et le père donc, ne consultait un psychologue que recommandé par l'autorité médicale, alors que son fils était suivi en orthopsie, en orthophonie et puis bientôt en psychomotricité. Alors, pour autant, nous pouvons dire aujourd'hui et constater que la mise à l'index de la psychopathologie aboutit aux mêmes errances de diagnostic et de prise en charge que celles dénoncées il y a une vingtaine d'années. Nous voyons arriver tardivement des enfants longuement suivis en rééducation diverse, mais celle-ci stagne. Les effets attendus ne surviennent pas ou encore s'avèrent instables, ou encore la relation avec les rééducateurs, les enseignants et les parents s'enlise dans un rapport de force à connotation sadomasochiste, susceptible de déboucher sur des troubles du comportement, alors que les troubles psychiques, souvent les anxiétés donc, n'ont pas suffisamment été pris en compte, pas plus que la subjectivité de l'enfant troublé dans ses apprentissages. Aussi, je milite pour une approche clinique et psychopathologique raisonnée des troubles des apprentissages et des troubles instrumentaux qui les sous-tendent. Alors, pour tenter de répondre à cette question, comment soutenir aujourd'hui une approche clinique ou psychopathologique des troubles des apprentissages? Eh bien, je vais diviser mon exposé en 4 points. Un rappel historique de la situation qui aboutit à cette disqualification de la psychopathologie clinique psychanalytique, mais au-delà de la psychanalyse, c'est les sciences humaines et sociales, bien évidemment, qui sont visées, et la pensée de la complexité. Dans un deuxième temps, j'esquisserai une tentative de compréhension sociale et culturelle de cette évolution vers la prédominance d'un modèle neurologique des troubles des apprentissages, modèle très largement soutenu dans les textes officiels déterminant les politiques publiques, textes où s'exprime à plein l'idéologie néolibérale contemporaine. Et puis enfin, j'évoquerai des travaux psychopathologiques contemporains, qu'ils soient de recherche ou plus directement cliniques, et qui mettent l'accent sur un noyau psychopathologique commun à ces troubles, plus exactement une psychopathologie narcissique assez fréquente.
Voilà. Alors, je pensais terminer par l'évocation d'une courte vignette clinique d'un enfant 10 suivi dans un dispositif un peu particulier, mais je pense que je n'aurai pas le temps et je vous donnerai les références puisque ce texte a déjà été publié avec l'accord des parents à l'époque. Alors, quelles sont les conceptions en présence? Eh bien, à une approche psychopathologique, traditionnellement psychodynamique en France, celle qui a donné lieu au traité de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, qu'on appelle couramment le LSD, le Lebovicis ou l'Ediatkine. Donc, ce courant psychodynamique a abouti à la CFTMEA, la classification française des troubles mentaux de l'enfant et de l'adolescent. Eh bien, à cette approche psychodynamique s'oppose une psychiatrie et une psychologie beaucoup plus objectivante, neurologisante. Alors, j'allais dire médicale, mais les pédopsychiatres avec lesquels je travaille sont aussi des médecins qui partagent un point de vue psychopathologique et ils n'aiment pas que nous parlions ainsi de psychiatrie médicale et ils ont d'une certaine manière raison. Voilà. Donc, il s'agit davantage d'une approche psychologique et psychiatrique objectivante, bien sûr, qui va s'opposer depuis une vingtaine d'années donc aux perspectives psychopathologiques traditionnelles. Alors cette opposition, elle porte sur les plans pratiques, mais également sur les plans théoriques, en particulier du point de vue des discussions éthiopathogéniques. La perspective objectivante et neurologisante, valorisant des déterminismes biologiques et génétiques linéaires. Alors cette approche médicale, entre guillemets, stricte, s'appuie sur les travaux contemporains de la psychologie cognitive et des neurosciences, passionnants d'ailleurs, mais sont des travaux qui sont à dominante plus expérimentale que clinique. Et cette approche valorise le symptôme, le comportement, le trouble visible, à rééduquer ou à soigner. Elle se soucie moins de la prise en compte des contextes relationnels, familiaux et sociaux que de la recherche de la cause du trouble en question. On trouve une obsession de la cause dans ces travaux. Cette approche, elle s'étaye sur une sémiologie descriptive du type de celle popularisée par le DSM, 3, et puis ses révisions successives, 4 et 5, outils se voulant athéoriques, mais c'est un outil qui, vous le savez, est particulièrement critiqué pour différents manquements éthiques, épistémologiques et scientifiques. Plusieurs auteurs, je pense à Roland Gori en particulier, ont insisté sur les effets du DSM en termes de mutations anthropologiques et culturelles, aboutissant à la médicalisation de l'existence et à la création d'un homme et d'un ordre neuroéconomique au service du néolibéralisme et de l'industrie pharmaceutique en particulier. Alors, l'approche psychopathologique est aujourd'hui en fait assez mal ou méconnue. Je vais donc rappeler quelques évidences. La psychopathologie, c'est tout d'abord le catalogue des symptômes, troubles, maladies mentales, et c'est ensuite une théorie de ceux-ci, ainsi que du soin à leur apporter. La psychopathologie, dans sa version clinique psychanalytique, porte sur l'approche du monde interne, celui des sensations, des affects, des représentations, héritées des relations à l'environnement, puis modelant celle-ci dans une circularité complexe. La psychopathologie psychanalytique est donc, en psychiatrie, un niveau d'approche, de lecture des troubles mentaux, à côté et complémentairement au niveau biologique et cognitif. Je renvoie à quelques essais de Jean-Marc Guillet qui sont tout à fait intéressants de ce point de vue. Cette approche psychopathologique ne saurait ni être hégémonique, ni, comme elle l'est aujourd'hui, disqualifiée sur des motifs souvent fallacieux. Je fais allusion aux habituelles accusations de non-scientificité ou de non-validation des approches psychothérapiques. J'y reviendrai parce que c'est tout à fait mensonger. Il y a de nombreux textes qui circulent et il faut que vous les connaissiez. Alors, l'approche psychopathologique se soucie plus des conditions et du moment propice pour produire du changement. Elle s'intéresse donc à l'analyse du fonctionnement mental, intrapsychique et intersubjectif qui donne un sens aux symptômes, quelles qu'en soient la ou les causes. En effet, l'approche psychopathologique ne peut être abattue sur une simple question de causalité psychogénétique avec laquelle elle est à tort
mais fort opportunément confondu par ses détracteurs. Je pense à la sempiternelle culpabilisation des parents qui est extrêmement agaçante quand on connaît dans le détail ce qu'ont dit exactement les psychanalystes français et ils sont loin de dire ou d'avoir dit ce qu'on leur fait dire. Donc la psychopathologie s'intéresse moins au pourquoi, c'est-à-dire aux facteurs étiologiques qui sont multiples. On a affaire à des facteurs génétiques, relationnels, environnementaux, sociaux, écologiques, intriqués, surdéterminés, complexes. Donc l'approche psychopathologique s'intéresse moins au pourquoi qu'au comment, c'est-à-dire au mode de fonctionnement ou de dysfonctionnement, c'est-à-dire aux mécanismes et aux processus psychiques du sujet troublé ou en souffrance psychique. Elle est donc moins une approche explicative, étiologique, que compréhensive, fonctionnelle. Elle vise à comprendre, au sens de prendre avec et de s'identifier à, donc comprendre le sujet dans ses relations avec son environnement et son entourage familial, scolaire, social, pour intervenir dans ces diverses dimensions. J'insiste là-dessus, mais en psychopathologie, à part quand un enfant vit dans un environnement très pathogène, ce qui arrive quelquefois, mais finalement assez rarement au regard du nombre d'enfants qu'on voit, donc on n'intervient pas sur la cause. En psychanalyse, on n'intervient pas sur la cause de la névrose ou de votre problématique. On vise à remettre en route un mode de fonctionnement qui est figé, qui s'auto-entretient et qui n'arrive pas à générer du nouveau. J'ai été élevé donc à l'école de René Viatkin et celui-ci disait la psychanalyse n'a aucune vocation étiologique. Voilà, il faut donc le répéter. Pour ce qui nous concerne, les troubles instrumentaux et des apprentissages, ou encore troubles 10, eh bien, il est intéressant, à quelques dizaines d'années d'intervalle, d'en étudier les glissements progressifs dans les définitions et les conceptions. Alors, on est passé d'une approche essentiellement descriptive, sans référence étiologique dominante, dans les années 60-70, à la suite des travaux des pionniers du XIIIe, sur les dyslexies, dysorthographies, ou encore les travaux de Dea Juria-Guerra, puis Jean Bergès sur les dyspraxies. Et peu à peu, les 10 sont devenus synonymes de troubles avec un glissement de sens connu. Donc, on est passé des troubles, des disorders, à des maladies, des diseases neurodéveloppementales. Alors, je vais citer rapidement 4 dates importantes dans ce changement de paradigme. Dans les années 2000, au début des années 2000, à la suite du rapport Ringard-Weber, qui signalait non sans raison l'insuffisance de la prise en charge correcte des dyslexiques, le cadre législatif a changé et le modèle neurocognitif est alors devenu dominant à l'éducation nationale, imprimant peu à peu des conceptions et des pratiques univoques. Ainsi, la circulaire du 4 mai 2001, j'y reviendrai tout à l'heure, déclare que les troubles spécifiques du langage oral et écrit, dysphasie, dyslexie, sont institués dans l'ensemble plus vaste des troubles spécifiques des apprentissages, qui comportent aussi les dyscalculies, les dyspraxies et les troubles attentionnels avec ou sans hyperactivité. Ces troubles sont considérés comme primaires, c'est-à-dire que leur origine est supposée développementale, indépendante, j'y reviendrai, de l'environnement socio-culturel d'une part, et d'une déficience avérée ou d'un trouble psychique d'autre part. Deuxième étape, le rapport de l'INSERM de 2007 sur les troubles du langage se situe dans la même lignée, on va dire, que celui qui avait été décrié en 2006 sur le trouble des conduites et qui avait donné lieu d'ailleurs à une réaction forte des cliniciens sous la forme d'un collectif Pas de zéro de conduite pour les enfants de 6 ans. Ce rapport de 2007 de l'INSERM fera pourtant autorité par la suite, malgré une conclusion extrêmement ambiguë. Il recommande en effet la complémentarité des approches neurocognitives et cliniques, mais celles-ci seront résumées de façon lapidaire en 20 lignes, et il donne une définition étiologique et non seulement descriptive de ces troubles qui exclut de facto les facteurs psychologiques et pédagogiques. On veut bien à un autre moment admettre un modèle polyfactoriel, mais le rapport est construit à partir d'une définition catégorielle qui implique une conception monocausale du trouble 10. On pourrait résumer la situation ainsi.
la psychopathologie clinique n'est pas concernée, mais on ne peut s'en passer. Alors, troisième date, le rapport de la Haute Autorité de Santé de 2017, qui est intitulé « Comment améliorer le parcours de santé d'un enfant avec troubles spécifiques du langage et des apprentissages ». Alors, ce rapport va radicaliser le mouvement général. Il s'appuie d'emblée sur la définition du DSM-5, les troubles spécifiques des apprentissages, appelés communément troubles 10, sont la conséquence de troubles cognitifs spécifiques neurodéveloppementaux, et ce rapport va prioriser les interventions. Même si le recours au psychologue ou au pédopsychiatre n'est pas invalidé, dans les cas complexes de niveau 3, jamais en première intention, néanmoins, la bonne solution thérapeutique réside dans la remédiation cognitive ou la rééducation, appuyée sur une modélisation d'un trouble primaire, donc encore une fois monocausal et d'origine neurodéveloppementale. Et puis enfin, vous avez probablement entendu parler, ou vous entendrez parler, de l'arrêté du 10 mars 21, donc c'est tout récent, qui entérine dans le dur de la législation cette orientation et fait des recommandations de la Haute Autorité de Santé des obligations. Alors certains pensent que c'est illégal d'ailleurs. Il est clairement dit que les approches recommandées, je cite le texte, s'appuient sur des thérapies cognitivo-comportementales, de la remédiation neuropsychologique et cognitive et de la psychoéducation. La messe semble dite, et cela ressemble fort à ce qui s'est passé en Angleterre, où le NICE, c'est donc l'équivalent du ministère du Travail, a sous-traité au TCC le soin à apporter aux chômeurs dépressifs. Sous-entendu, chômeurs parce que dépressifs et non l'inverse. Alors je vous renvoie pour cela à un article de Thomas Rabeyron qu'on pourra même vous transférer par la suite et qui reprend donc les travaux d'un auteur anglais qui explique particulièrement bien les relations donc, entre le ministère et puis certaines orientations donc, de la psychologie et de la psychopathologie. Alors, un des effets majeurs de cette influence progressive du paradigme neuro, particulièrement médiatisé et valorisé comme scientifique, concerne le rabattement des difficultés et des troubles apprentissages au sens large sur les troubles spécifiques des apprentissages, spécifiques signifiant qui ne peut être expliqué par autre chose que lui-même. Exit ainsi les facteurs psychologiques et pédagogiques qui expliquent pourtant majoritairement les difficultés ou échecs dans l'acquisition de la lecture, et exit la psychopathologie, ce qui a des conséquences pratiques majeures. Ces troubles sont donc devenus l'objet des seuls rééducateurs formés à la neuropsychologie. Dans l'arrêté, il est mentionné que si on n'est pas formé convenablement, il faut faire un stage pour espérer rentrer sur la plateforme. Donc la neuropsychologie est devenue la seule discipline compétente en la matière. Les psychologues de l'éducation nationale, pourtant formés à la pratique d'un bilan psychologique approfondi, se voient réduits à effectuer des QI, et les pédopsychiatres sont cantonnés à remplir des dossiers pour la MDPH afin que les patients profitent des compensations justifiées par leur handicap. Enfin, les psychothérapeutes sont invités à soigner les conséquences psychopathologiques des troubles en question, psychopathologie dès lors secondaire au dysfonctionnement cognitif primaire. Il faut ainsi réduire le déficit secondaire en confiance et en estime de soi, ce qui par nos temps néolibéraux est un handicap majeur dans la course à la performance et au bonheur individuel. Alors qu'on m'entende bien, je ne nie pas du tout l'intérêt de la neuropsychologie de l'enfant, dont les avancées constituent un indéniable progrès scientifique. Je ne nie pas non plus le fait que d'éventuelles difficultés maturatives, neurophysiologiques, d'origine génétique, puissent intervenir dans la genèse ou la pérennisation de certains troubles instrumentaux. Mais je critique la récupération et l'utilisation parfois totalitaire de ce paradigme, sa méconnaissance de la psychopathologie clinique, ses tendances parfois réductionnistes, sa prétention déterministe linéaire, son essentialisme et sa croyance dans une incurabilité stricte, on entend 10 un jour, 10 toujours, et ce, en dépit des avancées des neurosciences elles-mêmes
qui valorise les notions de plasticité cérébrale et d'épigénèse interactive. Alors, les acteurs ne sont d'ailleurs pas nécessairement tous responsables de cette évolution, et les plus sérieux d'entre eux font valoir les limites de leur approche. Je me plais à citer Monique Plaza, que j'ai croisée à Paris-Descartes dans le passé, qui est chercheuse en neurosciences, mais qui auparavant était qui a été clinicienne. Et donc, Monique Plaza dit « Il faut tenir compte de la richesse de l'expérience de l'enfant qui ne se réduit ni à ses gènes, ni à son cerveau, ni à ses fantasmes originaires, ni à son Oedipe, pardon, mais qui articule ceci et cela. » Je fais une toute petite pause de 10 secondes pour signaler donc à Michael Chocron que je viens de recevoir un mail d'un de nos collègues qui dit ne pas pouvoir entrer pour un problème de lien. Bon, voilà. Je ne sais pas si c'est plus général. Alors, je poursuis. De mon point de vue, mais de notre point de vue à l'association CLINAP, Clinique des apprentissages, il nous semble donc non conforme à la clinique et donc peu scientifique de soutenir l'indépendance des troubles développementaux, instrumentaux et des apprentissages, d'une part de la relation avec l'environnement familial, pédagogique, et d'autre part du reste de la vie mentale, telle que peuvent la décrire et la théoriser la psychopathologie clinique et la psychanalyse. Encore une fois, j'y insiste peut-être un peu lourdement, mais pour moi c'est vraiment important, il y a vraiment un malentendu par rapport à ce qu'on entend par psychopathologie clinique psychanalytique, parce qu'elle ne se réduit pas, encore une fois, à la proposition d'une étiologie dite psychogénétique. Elle est une théorie et une pratique du soin à toutes les formes de souffrance psychique, quelle qu'en soit l'origine. Alors, comment comprendre cette évolution? Je pense que c'est peut-être la vignette précédente. Non, c'est celle-ci, Michael, la vignette précédente. Non, ok, c'est bien ça. C'est la bonne? Allons-y, oui, c'est bon. Alors, comment comprendre cette évolution? Eh bien, la conception neuropsychologique, elle est en vogue, évidemment, auprès des parents et de certains enseignants, car elle permet une certaine forme de déresponsabilisation. Je ne dis pas de déculpabilisation, parce que de toute façon, ça c'est faux. On ne déculpabilise pas les parents sous prétexte de les prendre en charge en neuropsychologie ou autrement. La culpabilité, elle reste. Voilà. À partir du moment où on a un enfant, et quel que soit le problème qui lui arrive, les parents se sentent coupables, plus ou moins coupables, bien évidemment. Et il faut comprendre cet aspect-là, travailler avec ça. Ce n'est pas les psychologues qui rendent les parents coupables. Donc, cette conception neuropsychologique en vogue, eh bien, il importe de la réinsérer du point de vue de l'épistémologie dans la niche anthropologique, culturelle et idéologique dans laquelle elle s'est développée, celle de l'hypermodernité, dans ses liens au néolibéralisme et à l'idéologie gestionnaire. Un trouble isolé, un traitement, une procédure, plutôt simple et rapide, un coût, pas de contexte psychosocial, et donc une médicalisation, une essentialisation de l'existence, naturalisation de l'existence. Un minimum d'analyse va nous montrer que le réductionnisme neuropsychologisant rencontre habilement l'intolérance grandissante du public vis-à-vis de sa propre conflictualité psychique, c'est-à-dire son intériorité, sa subjectivité, comme dans le cas de Loïc, et sa propension à une expression de soi toujours plus narcissique et externalisée. De plus, ce réductionnisme véhicule à son insu une idéologie naturaliste et des fantasmes narcissiques assez partagés du point de vue social qui limitent la place de l'autre dans le processus d'apprentissage. Le sujet se fait seul, voire est auto-engendré. Alors reprenons l'exemple de la formulation du bulletin officiel de l'éducation nationale que j'ai cité plus haut. Éventuellement, si tu la retrouves, tu peux revenir, Michael, à la vignette 2 ou 3. Donc, le bulletin de l'éducation nationale dit que ces troubles sont considérés comme primaires, c'est-à-dire que leur origine, c'est juste avant, je crois, juste avant cette vignette. Voilà, donc voilà, c'est ça. Donc,
Ces troubles sont considérés comme primaires, c'est-à-dire que leur origine est supposée développementale, indépendante de l'environnement socioculturel d'une part et d'une déficience avérée ou d'un trouble psychique d'autre part. Alors, cette formulation donc, est reprise pour partie de la CIM-10, mais elle est déformée. Bon, je dois ça à Bernard Jumel. Hein. Je reconnais très volontiers ma dette à Bernard Jumel, qui a examiné sous toutes les coutures ces textes et qui m'a beaucoup appris de ce point de vue. La CIM, à propos de la dyslexie, dit « La caractéristique essentielle est une altération spécifique et significative de l'acquisition de la lecture, non imputable exclusivement à un âge mental bas, à des troubles de l'acuité visuelle ou à une scolarisation inadéquate. Le trouble s'accompagne souvent de troubles émotionnels et de perturbations du comportement pendant l'âge scolaire. Non imputable exclusivement et s'accompagne donc de troubles autres, eh bien c'est devenu dans le bulletin indépendant. Voilà. Là, il y a un glissement de sens assez fort hein, de la part de ceux qui ont écrit ce texte, et on touche ici les présupposés scientistes et idéologiques, eux-mêmes sous-tendus par certains fantasmes mégalomaniaques. Comment un apprentissage, et donc son trouble, en particulier de la lecture-écriture, qui par définition implique une relation entre un apprenti et un maître d'apprentissage, pourrait-il être indépendant de l'environnement? Sauf à penser que cet apprentissage puisse se réaliser de façon naturelle dans l'indépendance complète à l'autre. N'est-ce pas au fond le rêve de l'enfant en mal d'apprentissage? Se passer de l'autre, l'enseignant, le parent, pour éviter d'avoir à souffrir et à ressentir un sentiment d'insuffisance et d'incompétence représenté par celui qui sait. Il y a là une collusion donc entre un modèle réducteur et l'enfant troublé pour dénier certaines évidences, soit donc encore une fois les liens entre le symptôme, le monde interne et les relations. Ce refus narcissique de la transmission par l'autre interroge également le refus contemporain de la dépendance à autrui et les valeurs d'autonomie, d'efficacité, de compétence et leur exhibition, dimension psychique particulièrement sollicitée à l'école. Alors, le paradigme neurodéveloppemental exclusif plaît parce qu'il valorise l'équipement, il naturalise au détriment de la fonction, du sens, des affects douloureux et des liens relationnels inhérents à tout processus d'apprentissage. Voilà. Alors, on le sait, le public est aujourd'hui attiré davantage attiré par le visible que par le profond, par le paraître plus que par l'intériorité, et par l'espoir de solutions magiques, rapides, toutes puissantes, bien plus que par la prise en compte de la dimension relationnelle et éducative, avec l'éventuelle remise en cause, donc vite taxée de culpabilisation qui l'accompagne, et encore moins par l'élaboration mentale incertaine, angoissante et moins immédiate. Alors on peut toutefois interroger, Michael, si nous pouvions revenir donc aux vignettes, on peut toutefois interroger voilà, la responsabilité des cliniciens dans cette évolution, hein, bien évidemment. Une telle orientation, je pense, a été favorisée par l'apparent dédain de certains psychopathologues, psychanalystes, pour ce qu'on appelait à l'époque, dans les années 60-70, les fonctions du moi. C'est-à-dire les troubles dédits de fonction, dont les troubles instrumentaux étaient souvent délaissés du fait de leur apparente liaison à des facteurs organiques et en raison de leur aspect déficitaire et mécaniste. Donc leur prise en charge, elle était délaissée par les cliniciens au profit des rééducateurs, dont le travail pouvait être dédaigné. Hein. L'absence de reconnaissance des psychomotriciens, des orthophonistes, amenant quelquefois ceux-ci à renoncer à leur identité et à ambitionner des fonctions thérapeutiques vécues alors comme plus nobles. Ou alors, les troubles instrumentaux étaient systématiquement l'objet d'interprétations psychanalytiques plaquées sur le modèle de la névrose et du conflit psychique, ou encore l'objet de conceptions étiologiques psychogénétiques linéaires, comme celles qui ont eu cours dans les années 60, ça remonte quand même un peu, et qui évoquaient un supposé désir négatif de la mère
Hein, bon, c'était une explication étiologique pour un peu tous les troubles à l'époque. Et cette conception étiologique psychogénétique linéaire ne rendait évidemment pas justice à ces troubles et entretenait un climat de suspicion avec les parents. Mais il faut toutefois noter que les psychopathologues et les psychanalystes d'enfants les plus sérieux se sont désolidarisés de ces conceptions, comme ce fut le cas d'ailleurs de la CIPA à propos de l'autisme. Alors, dans un de ces éternels mouvements de balancier qui caractérisent l'histoire, un tout neuropsychologique idéalisé, car source d'attentes importantes, fait donc suite à un tout psychanalytique, certainement lui-même impérialiste à une époque, mais dévalorisé et estimé obsolète aujourd'hui. Alors, nous savions pourtant de longue date, et de ce point de vue, l'enseignement de D. Ajurriaguera est fondamental, que dans une perspective dynamique du développement psychique de l'enfant, le domaine des fonctions instrumentales, c'est-à-dire des modes de maîtrise du milieu, des moyens utilisés par un sujet pour se connaître, pour connaître le monde extérieur, agir sur lui, ne peut être dissocié de la vie affective. Je cite le manuel de psychiatrie, de pédopsychiatrie de Mazé-Ouzel. L'intrication est en effet serrée entre l'évolution intellectuelle, le développement de la motricité, les acquisitions du langage, les apprentissages, voire leur dysfonctionnement, dans lesquels d'indéniables facteurs organiques peuvent intervenir, et l'ensemble de la vie psychique. Toute fonction, qu'elle soit corporelle, motrice, intellectuelle ou langagière, est inévitablement objet d'investissement narcissique, pour soi si vous préférez, et objecto, altruiste, investissement par l'enfant et ses parents, dans un jeu relationnel et identificatoire où le plaisir de la dite fonction occupe une place centrale. L'aspect apparemment déficitaire en équipement de ces troubles instrumentaux et des apprentissages ne doit pas nous faire oublier qu'ils n'en constituent pas moins des solutions défensives singulières face à des angoisses souvent archaïques liées à des perturbations dans la constitution des repères identitaires, des assises narcissiques, des prémices de la symbolisation, à des conflits d'ambivalence inhérents à l'investissement relationnel et à des problématiques de séparation ou de perte. Ils entrent ainsi dans des systèmes d'équilibre difficilement mobilisables où le refus de l'apport de l'autre prend une place conséquente. Alors, dans une enquête de 1998, réalisée à l'aide de la CFTMEA, c'est la vignette suivante, la diapo suivante. Donc, dans une enquête de 1998, citée par Roger Misès en 2004, il fut constaté que la grande majorité des troubles des fonctions instrumentales, je cite, sont pris dans des perturbations évolutives complexes, principalement dans des pathologies limites de l'enfance. Il en est d'ailleurs de même pour l'hyperactivité, le TADA, devenu le TADA. Selon Misès, dans ces organisations limites, les retards et les disharmonies des grandes fonctions cognitives et instrumentales s'inscrivent dans un processus marqué par les défaillances du narcissisme et de l'auto-érotisme, par les défauts d'élaboration des angoisses dépressives et de séparation, par la précarité du fonctionnement du préconscient. Alors pourtant, des capacités adaptatives peuvent se développer en secteur à travers un fonctionnement en faux self, ce qui va amener l'enfant à consulter tardivement pour des troubles instrumentaux et des troubles des conduites qui ont pesé sur les processus d'apprentissage, alors que la souffrance du sujet et la complexité du problème a longtemps été déniées par l'entourage. Alors, tout récemment, et dans la suite de sa réponse à l'expertise de l'INSERM, Nicolas Georgieff, c'est dans le livre de Sainte-Anne sur les troubles d'apprentissage chez l'enfant. Donc, Nicolas Georgieff a bien montré que l'essentiel des troubles des apprentissages relevait ainsi de troubles non spécifiques, donc d'une psychopathologie, et de causalité complexe, multifactorielle. Mais le problème, c'est que la logique catégorielle des classifications sur lesquelles s'appuie la perspective neuropsychologique exclut de principe la psychopathologie. Alors, celle-ci va faire retour, mais sous la forme de comorbidités simultanées ou consécutives,
hein, donc troubles anxieux, troubles dépressifs, TADA, etc. Et cette comorbidité, donc avec ces troubles anxieux, dépressifs, TADA, TOP, troubles des conduites, etc. Donc cette comorbidité est telle, eh bien que les catégories 10 spécifiques en perdent toute consistance. En fait, il est extrêmement rare qu'on ait un trouble 10 isolé et qui ne s'associe pas donc à ces troubles dits alors comorbides. Mais selon le paradigme donc neuropsychologique, la psychopathologie comorbide ne peut être que secondaire aux troubles neuroprimaires, là où les psychopathologues pensent en termes d'intrication d'emblée, ce qui est d'ailleurs corroboré par les avancées des neurosciences. Alors heureusement, de nombreux travaux, je pense à Gibello, Boimard, Maurice Berger et d'autres, basés sur une conception unitaire de la personne, ancrée sur des recherches contemporaines portant sur la psychopathologie du narcissisme, du lien à autrui, de l'intersubjectivité. Donc des travaux ont vu le jour et renouvellent les modèles psychopathologiques aptes à permettre de comprendre et mieux soigner ces troubles parce qu'ils décloisonnent les théories et les modes de prise en charge. Notons que les manuels de psychiatrie de l'enfant ou de psychopathologie de l'enfant, je pense à Marceli Cohen, Nicole Kathleen, Philippe Mazet et ses collaborateurs, eh bien, tous ces manuels prennent également largement en compte les dimensions cognitives dans leur modélisation psychopathologique qui relève de la complexité. Les plans psychiques, affectifs, cognitifs, cérébraux, ils sont clairement individualisés et repérés dans leurs interfaces et complémentarités. Alors, parmi ces travaux qui intriguent cognition et affectivité, je vais citer assez longuement ceux de Daniel Flagey, qui donnent un éclairage utile sur ces questions pour tous les spécialistes concernés. Alors, bon, j'avais prévu un petit passage un peu complexe sur les définitions donc, des troubles instrumentaux et des troubles des apprentissages. Je vais passer parce que sinon, je vais largement dépasser l'heure. Disons que Daniel Flagey distingue les troubles instrumentaux, perturbations donc des fonctions qui sont celles décrites par les neuropsychologues, hein, fonctions langagières, fonctions attentionnelles, mnésiques, fonctions perceptuelles, etc., motrices, praxifs, fonctions exécutives également. Donc Daniel Flagey distingue les troubles instrumentaux, perturbations de fonctions précitées, elle les distingue des troubles des apprentissages, qui sont donc les conséquences des troubles instrumentaux dans les apprentissages scolaires, l'usage des termes étant en fait assez souvent confondu ou confus, parce que certains 10, comme la dyslexie, la dyscalculie, sont tantôt désignés comme des troubles instrumentaux, tantôt comme des troubles des apprentissages. Quoi qu'il en soit, la description symptomatique ne suffit pas, évidemment, à rendre compte de ces troubles instrumentaux ou troubles des apprentissages, parce qu'elle se heurte à la complexité et elle ne peut pas, cette complexité, être restituée par le seul concept de comorbidité. Donc, il faut une théorie de la psychopathologie de l'objet trouble instrumental, et c'est ce à quoi elle va s'attacher. Alors, Daniel Flagey avait livré un premier travail en 1977 qui était paru dans la psychiatrie de l'enfant et qui garde encore toute sa valeur. Et puis ensuite, donc, elle a écrit un livre qui s'appelle « Mal à penser, mal à être » et qui est paru en 2002 et qui est véritablement une somme que tout psychopathologue se doit de connaître. Donc, elle s'interrogeait dès 1977 sur le fonctionnement mental de ces sujets pour lesquels, justement, les troubles instrumentaux et des apprentissages semblaient exister pour leur propre compte. Et elle montrait qu'ils s'inséraient finalement souvent, ce qui recoupe évidemment notre expérience. Donc, ces troubles s'inséraient dans une organisation psychique particulière, caractérisée par un trouble profond du narcissisme, de la fonction symbolique, on dirait aujourd'hui, dans une perspective un peu plus moderne, de la symbolisation, et également une difficulté dans l'élaboration de l'agressivité. Et cette organisation, eh bien, elle est susceptible de s'inscrire aujourd'hui dans le large cadre donc, des pathologies limites.
Mais il s'agit de formes psychopathologiques. Avant, on parlait donc de dysharmonie ou de prépsychose, ou on verra tout à l'heure de prénévrose. Mais ces formes sont peu manifestes sur le plan symptomatique. Hein, ça se porte uniquement sur cette question donc, des apprentissages. Et ce sont des organisations en faux self, parce que ces sujets peuvent tout à fait rester adaptés à l'environnement. Et les troubles psychopathologiques de fond restent déniés par l'entourage. René Liatkin, qui s'est beaucoup intéressé, vous le savez, aux prépsychoses et aux antécédents de la schizophrénie, a montré que bien des sujets qui allaient devenir psychotiques et schizophrènes à l'adolescence ou à la post-adolescence étaient des sujets qui ne présentaient pas des troubles très, très importants dans leur enfance, mais très souvent ces troubles des apprentissages, ce qui montrait un déséquilibre dans sa théorisation entre processus primaire et processus secondaire. Alors, le premier axe de la description de Daniel Flagey, eh bien, il porte sur l'atteinte du narcissisme qui affecte à la fois le sentiment d'identité, la position de sujet et l'estime de soi. L'image de soi est, selon des degrés de gravité, inexistante ou mal constituée, et ces enfants ont le plus grand mal à se percevoir comme sujet de leur action et de leur pensée. Alors, les perturbations de l'investissement narcissique de base, qui permet normalement l'investissement d'un moi unifié et différencié du dehors, laissent le sujet plus ou moins menacé par les angoisses de morcellement. À minima, on constate une précarité du sentiment d'identité. Alors, quand le narcissisme primaire, qui renvoie aux notions de cohérence, de permanence, au sentiment d'exister de façon continue, eh bien, ce narcissisme qui est lui-même issu de relations primitives insuffisamment satisfaisantes et sécures avec la mère ou son substitut, ce qui ne revient pas nécessairement à la mère. Il y a des mésajustements précoces qui peuvent avoir lieu. Bon, quand ce narcissisme primaire est mal assuré, eh bien, les premières explorations du monde s'effectuent dans un climat d'incohérence qui va altérer la possibilité de coordonner et d'intégrer les expériences sensorielles et motrices à travers lesquelles se construit la représentation du monde extérieur et du corps propre. C'est à ce niveau que prennent racine les troubles de l'organisation psychomotrice, perceptive et cognitive qui, donc, je le disais, entraient à l'époque dans le cadre des dysharmonies évolutives. Alors, ces failles narcissiques peuvent ne pas altérer gravement les structures cognitives, mais laisser une précarité narcissique telle qu'elle rend ces sujets particulièrement intolérants à toute situation de frustration et d'échec qui est vécue comme une menace identitaire, comme une fragilité qui va jouer un rôle inhibiteur au niveau des expériences spontanées, mais également au niveau des apprentissages imposés. L'évolution va alors s'effectuer au hasard des réussites ou des échecs. Des réussites fortuites soutiennent des surinvestissements en secteur susceptibles de colmater les failles initiales, alors que des échecs contingents renforcent l'inhibition à poursuivre toute expérience dans le secteur en question. Alors, au-delà de leur rôle précoce, c'est bien sûr au niveau des apprentissages scolaires que de telles perturbations sont les plus apparentes. Des difficultés d'organisation perceptive ou d'organisation temporo-spatiale peuvent être potentialisées par les fragilités narcissiques et déboucher sur de véritables dyslexies ou dysgraphies, vectrices d'échecs, alors que les sujets au narcissisme sain compenseront aisément ces difficultés. Les premiers restent cramponnés à la nécessité de maintenir un sentiment de toute puissance en utilisant des défenses de type maniaque, évitant la confrontation avec la réalité de leurs limites dans la maîtrise d'un monde extérieur qui se dérobe à leur manipulation. J'ai cité l'auteur. Des difficultés narcissiques de niveau secondaire, l'amour ou l'estime de soi, peuvent aussi déboucher sur des inhibitions sectorisées. Alors, retenons que ces sujets restent dépendants de leur entourage pour leur régulation narcissique, qui ne peut s'alimenter du dedans. Ils sont dépendants de la présence réelle d'un personnage gratifiant qui investit leurs activités, ce qui ouvre à toutes les potentialités positives comme négatives
en cas de conflictualisation excessive de la relation. Le plaisir de fonctionnement mental autonome, hein, c'est une notion qu'on doit à Evelyn et Jean Kestenberg dans les années 60. Donc, plaisir de la fonction, si vous préférez, ne se développe pas et la dépendance excessive débouche sur des difficultés d'autonomisation marquées, difficultés potentiellement explosives à l'adolescence, quand les processus adolescents viendront interroger la qualité et la solidité des assises narcissiques et mettre à jour la dépendance inélaborée de l'enfance. Alors le second point mis en évidence concerne les troubles de la symbolisation qui recoupent largement celui des troubles instrumentaux. Les troubles de l'organisation perceptive spatio-temporelle et de l'organisation des schèmes moteurs, donnant lieu aux dyspraxies ou à l'instabilité psychomotrice, s'avèrent généralement pris dans un contexte de pauvreté fantasmatique, de difficulté à représenter les affects à travers le langage ou d'autres moyens symboliques comme le jeu ou le dessin ou les épreuves projectives. Le monde interne est souvent pauvre en représentation mentale et les excitations pulsionnelles, non écoulées à travers le filtre de la mentalisation, se déchargent brutalement pour donner lieu aux troubles du comportement quand elles ne sont pas réprimées et inhibées au risque de la somatisation. On a donc affaire à un fonctionnement qui est assez proche de la pensée opératoire et qui peut aboutir à un tableau de pseudo-normalité avec des troubles cognitifs isolés ou en secteur. Dans d'autres cas, plus franchement psychotiques, l'élaboration fantasmatique, parfois riche, mais envahissante, mal secondarisée, va infiltrer l'ensemble de la vie mentale et les fonctions cognitives, langagières ou motrices n'acquièrent guère d'autonomie par rapport au danger de morcellement et de destruction du corps propre et du monde externe. Le troisième aspect caractéristique des enfants présentant des troubles instrumentaux concerne la difficile maîtrise de l'agressivité, fait particulièrement marqué quand la sphère motrice est touchée, qu'il s'agisse d'instabilité, de manque de contrôle ou de dyspraxie sur fond d'inhibition. L'enfant suivi en psychothérapie ou en psychomotricité amène alors un matériel fantasmatique qui va frapper par l'intensité de l'agressivité, agressivité ayant bloqué jusque-là l'élaboration fantasmatique, alors que l'exercice moteur est investi d'une charge d'excitation mal modulée ou investi d'une agressivité destructrice massive, donc source de danger plus que de plaisir de fonctionnement. Le déploiement de l'activité motrice peut apparaître pour ces enfants et leur entourage source de destruction, d'importants conflits mal négociés se scellant autour de la crise d'opposition de la deuxième année et du stade anal, alors que le premier développement pouvait être normal. Donc, je résume, les failles narcissiques profondes, la non-intégration de l'agressivité archaïque, l'altération de la mentalisation, bloquent l'élaboration fantasmatique, mais ils ne sont pas l'apanage exclusif des enfants présentant des troubles instrumentaux et des troubles des apprentissages. Mais ceux-ci apparaissent toujours comme une conséquence possible de difficultés de développement précoce, à partir desquelles de multiples réorganisations restent possibles en fonction d'un ensemble de facteurs complexes. Donc, les troubles précoces du développement semblent déboucher sur des organisations très disparates qui peuvent aller de la psychose infantile manifeste au registre pseudo-normal, à fonction opératoire ou enfant self, ce qui est assez fidèle à la clinique de ces sujets. Alors, ces troubles instrumentaux s'inscrivaient à l'époque dans le cadre des organisations psychotiques qualifiées de dysharmoniques, mais on sait aujourd'hui que les mécanismes de défense qui sont utilisés par ces enfants, mécanismes de la série déni, clivage, idéalisation, projection, eh bien, sont régulièrement retrouvés dans d'autres modalités de fonctionnement que les modalités psychotiques et en particulier dans les pathologies limites narcissiques, dépressives, décrites par Roger Mises, comme je l'ai rappelé tout à l'heure.
Alors, je veux dire, peut-être avant de conclure, un mot des travaux de Bernard Jumel, hein, que je recommande tout particulièrement. Donc, Bernard Jumel est un ancien doctorant de Rosine Debré, et il a effectué de nombreux travaux de recherche et écrit de nombreux livres qui portent sur la dyslexie et la dysorthographie. Et il a montré, avec d'autres bien sûr, qu'il ne s'agissait pas d'un simple symptôme ou trouble cognitif isolé, mais bien d'une organisation mentale qui s'exprime régulièrement dans les tests cognitifs, dans les épreuves projectives, mais également dans les relations avec les adultes et bien sûr dans le travail cognitif d'apprentissage. Alors avec une grande régularité, j'ai pu le constater moi-même, et puis bon, je pense mettre en place une recherche multisite qui reprendra ces questions, avec recherche utilisant les méthodes projectives. Donc avec une grande régularité, pour ne pas dire monotonie, les enfants dyslexiques dysorthographiques souffrent de ce qu'il appelait à l'époque des prénévroses, bon, une terminologie un petit peu dépassée aujourd'hui, qui avait été proposée par Jean-Louis Lang, mais qui néanmoins est intéressante et qui renvoie de toute façon aux mêmes problématiques. Les angoisses primaires de séparation génèrent des mécanismes défensifs du type négation du temps et des petites différences, et à la faiblesse représentative interne fait pendant un surinvestissement perceptif externe, soit autant de caractéristiques qui vont peser sur le travail cognitif impliqué dans l'acte d'apprendre à lire, l'analyse, synthèse, la transposition des graphèmes aux phonèmes et vice-versa. L'enfant dyslexique va se comporter vis-à-vis des mots comme il le fait aux épreuves projectives vis-à-vis des planches. Du fait de l'accrochage au percept et de l'idéalisation des personnages, il refuse de découper, de segmenter, c'est-à-dire de mettre en pièces des images ou des mots pour les analyser et les recomposer, ce qui est une conséquence de sa difficulté à appréhender autrement que globalement, à distinguer à partir de détails. Alors, vous savez, d'un point de vue cognitif, qu'on trouve un déficit en voie d'assemblage, tout simplement dans la combinaison des syllabes, et par contre, une relativement bonne performance dans la voie d'adressage, c'est-à-dire dans la reconnaissance photographique de l'image du mot. Donc, ces particularités, qui sont relevées habituellement dans la dyslexie, eh bien, découlent, selon lui, du mode de fonctionnement défensif. Les confusions ou les erreurs par proximité graphique, B, D par exemple, ou phonétique, en, on, procèdent, selon lui, d'un effacement, déni des petites différences, déni des petites différences qu'il est facile de rapporter à l'angoisse de castration, à l'en-deçà de l'angoisse de castration et à l'en-deçà de la névrotisation des conflits. C'était pour ça qu'il parlait de prénévrose. Les troubles de l'attention ou de la concentration, souvent évoqués, sont le fait du besoin de fuir les représentations mentales, l'intériorité insécure, fuir l'intériorité insécure ou dangereuse, et de balayer très vite les tâches qui seraient susceptibles de les évoquer. Alors, je vais vous citer, puis j'en terminerai là, enfin, je vais conclure. Donc, les propos d'une jeune fille, propos extrêmement touchants, parce que souvent, ces enfants sont très futés. Hein. Et donc, c'est une jeune fille qui présente pas mal de difficultés, mais qui donc arrive avec un éventuel diagnostic de précocité intellectuelle. Hein. Voilà, vous connaissez cela. Et donc, on me demande de la voir, et donc je fais un bilan cognitif et puis projectif. Et planche 2 du TAT, elle me donne cette réponse merveilleuse. Donc, elle est inhibée, elle n'y arrive pas trop. Et pour justifier son inhibition, elle dit: en fait, ces images, elles sont compliquées, car il peut se passer des choses que je ne connais pas. En fait, ces images, elles sont compliquées, car il peut se passer des choses que je ne connais pas. Donc, il faut, si vous voulez, qu'elle connaisse pour pouvoir imaginer. Sinon, elle ne peut pas imaginer. Alors, lors de l'entretien de restitution, je vais donc lui parler de sa gêne à imaginer. Et alors, elle va me faire cette sortie qui est remarquable de l'intuition de son dysfonctionnement.
Elle me dit, si je devais voir en imagination, je ne verrais pas la lumière. Voilà. Je donne ça à votre réflexion. Si je devais voir en imagination, je ne verrais pas la lumière. Bref, il s'agit bien de stratégies défensives, ici contre la perte de vue, mise en œuvre dans la cognition, mais également dans la relation à l'adulte. Ces enfants sont régulièrement décrits comme peu autonomes, dépendants de l'adulte pour travailler, gentils, mais passivement opposants. En somme, ils sont tout contre, mais restent collés à l'adulte du fait des angoisses de perte. Voilà. Et c'est là le drame finalement des seules solutions par le biais des AVS, c'est-à-dire qu'on prend juste en compte la compensation de l'AVS par la présence de quelqu'un à côté de ses enfants, sans aucunement s'interroger sur ce qui fait que ces enfants sont dépendants de la présence d'un adulte pour pouvoir travailler. Voilà. Alors, j'avais encore pas mal de choses à évoquer, mais il est tard et donc je vais passer. Tout ça, vous pouvez le retrouver d'ailleurs en partie dans différents articles que j'ai publiés ou encore dans le chapitre de mon livre sur l'approche clinique des troubles instrumentaux. Alors, en conclusion, l'interaction entre cognition et affectivité est telle, y compris au niveau des relations précoces, qu'il est difficile, voire même inutile, selon nous, de disserter sur l'origine ultime du trouble, puisqu'il s'agit d'une perte de temps qui masque l'essentiel et aboutit souvent à multiplier les examens au risque d'une testologie, l'enfant s'effaçant derrière la méthode. C'est la raison pour laquelle nous nous écartons tant des conceptions des neuropsychologues que de certains psychanalystes quand ceux-ci cherchent absolument à définir des liens de causalité linéaires et à baser leur description clinique sur une hypothèse étiologique. En tout cas, du point de vue pratique, il est essentiel de prendre en compte la dimension clinique, c'est-à-dire le sujet et son environnement dans sa totalité et dans sa singularité, saisie par le biais de son associativité. Il est donc important de prendre en compte cette dimension clinique et en particulier les aspects fonctionnels, défensifs, homéostatiques qui, non pris en compte, limitent les seules prises en charge symptomatiques et désespèrent les praticiens. Ainsi, le temps de l'analyse psychopathologique nous semble devoir rester à côté de l'approche neuropsychologique essentielle pour éviter une collusion entre un abord réducteur et le déni du monde interne, analyse seule à même de soutenir un abord thérapeutique diversifié, réfléchi et efficace. Alors, comment, d'un point de vue pratique, soutenir cette approche clinique? Je différencierai 3 plans. Un premier plan qui est un plan politique. Je crois que les psychologues, les psychopathologues sont un peu trop mollassons et qu'ils doivent être davantage présents dans l'espace public. Ils doivent soutenir la pensée complexe, soutenir la transmission de la pensée clinique qui a été perdue ou qui est occultée. Bref, il faut militer et je vous rappelle, vous êtes peut-être au courant que les principales associations de psychologues, associations syndicales traditionnelles, CGT, mais également FFPP, SNP, le SURP, l'association des enseignants en psychopathologie psychanalytique, ont appelé à une manifestation le jeudi, je ne sais plus lequel, 10-12 juin, à 12h30 devant le ministère. Parce que là, si on laisse passer, c'est arrêté, hein, c'est évident, on est mort. Hein, voilà. Sur le plan pratique, il faut décloisonner les bilans et les prises en charge isolées, sans lien, et assurer un travail en réseau, ce que font généralement bien les CMP et les CMPP. Il faut aussi proposer des médiations qui vont soutenir les processus de pensée et ce sera l'objet du prochain webinaire de CleanUp animé par Frédéric Guinard. Et puis en clinique individuelle ou familiale, le travail doit s'ajuster aux possibilités d'élaboration, ce qui implique de renoncer à la mise en œuvre d'une psychothérapie systématique en première intention quand les conditions de faisabilité n'y sont pas, et ce sans aucunement négliger la dimension psychique. Autrement dit, j'effectue un plaidoyer pour les consultations thérapeutiques parents-enfants, les consultations pédopsychiatriques ou psychologiques,
ne sont pas uniquement des consultations de recueil diagnostique, mais elles doivent avoir également une dimension thérapeutique. Et dans le cas de cet enfant, Loïc, là, qui a été multibilanté, qui a été multisuivi, eh bien, je n'ai pas estimé nécessaire de rajouter dans son emploi du temps 1 ou 2 séances de psychothérapie par semaine, d'autant plus que ça n'avait pas à ce moment-là d'intérêt pour lui ni pour sa famille. Par contre, donc, voilà, je l'ai pris en charge par le biais de consultations thérapeutiques qui ont permis, parce qu'il m'a immédiatement amené ses angoisses de séparation, ses angoisses de mort, etc. Et donc, ça m'a permis de les montrer aux parents, à ceux-ci de les reconnaître, et puis de trouver d'autres modalités relationnelles avec eux. Voilà, j'ai été un peu long, 1 heure. Je vous remercie de votre attention. Et, voilà, j'écoute donc Catherine pour ses commentaires, questions. Bien, merci beaucoup, Jean-Yves. Alors évidemment, on ne peut pas applaudir, mais je pense que les applaudissements y sont.